En 2025, Apolline de Malherbe n'est plus seulement l'une des voix les plus écoutées du paysage audiovisuel français, elle est devenue une véritable icône sociale, un symbole de réussite, de pouvoir et de raffinement. Sa vie, autrefois étroitement liée à la rigueur et aux exigences du journalisme politique, s'est lentement métamorphosée en une existence luxueuse où se mêlent architecture somptueuse, voitures d'exception, placements financiers intelligents et art de vivre calibré au millimètre. Pourtant, derrière cette évolution spectaculaire se cache une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît, celle d'une femme qui, grâce à son travail acharné, à ses connexions, à son instinct médiatique et à sa vision stratégique, a su bâtir un empire personnel là où beaucoup de ses confrères se sont contentés d'un simple parcours télévisuel. Revient sur les fondations de cette ascension. Il dévoile comment Apolline de Malherbe est devenue, à 44 ans, une figure dont l'influence dépasse largement les plateaux de BFM TV pour s'étendre à l'immobilier de prestige, aux partenariats privés, aux investissements culturels et à l'écosystème discret mais puissant des élites parisiennes. Pour comprendre sa vie actuelle, villa sublime, collection automobile et patrimoine qu'on murmure dans les dîners du 7e arrondissement, il faut remonter aux sources de son style, de ses choix, de ses ambitions. Apolline de Malherbe n'a jamais fait mystère de ses origines. Issue d'une famille au capital culturel considérable, elle a grandi dans un univers où les livres, la diplomatie, les discussions politiques et l'ouverture au monde faisaient partie du quotidien. Contrairement à l'image parfois simpliste que certains commentateurs aiment véhiculer, elle n'a jamais été une héritière passive ou une simple bénéficiaire d'un statut familial. Ce qu'elle a reçu en héritage n'était pas matériel mais intellectuel. Une éducation d'excellence, des repères, une conscience aiguë des enjeux internationaux et un rapport équilibré à l'autorité. Cet environnement n'a pas prédestiné Apolline à la télévision, mais il l'a préparée à un élément essentiel, la maîtrise du langage. Très tôt, elle comprend que l'argumentation, la précision des mots et l'art oratoire sont des armes plus puissantes que n'importe quelle fortune. Cette compétence, rare et précieuse, sera un pilier de son ascension future. Un détail que ses analystes financiers, ses agents et même ses partenaires immobiliers reconnaîtront plus tard comme la clé de voûte de son empire personnel. Durant ces années de formation, la jeune Apolline apprend aussi l'importance du réseau. Non pas le réseau mondain, superficiel et opportuniste qu'on associe souvent à la haute société, mais celui des intellectuels, des diplomates, des décideurs culturels. Ce milieu lui ouvre les portes d'une vision élargie du monde et lui permet d'intégrer des cercles où l'on discute moins de fortune que d'influence. Le choix du journalisme n'a rien d'un hasard. Apolline s'oriente vers une profession qui lui permet d'exploiter tout ce qu'elle a appris, poser des questions, comprendre les mécanismes politiques, analyser les stratégies de pouvoir. Elle débute dans les rédactions comme une jeune femme extrêmement disciplinée, attentive aux détails, obsédée par la clarté et la rigueur. Rapidement, elle impose un style qui lui est propre. Incisif, rapide, spontané, mais toujours extrêmement contrôlé. Cette maîtrise attire l'attention. Les dirigeants de chaîne voient en elle un profil redoutablement efficace. Capable de tenir tête à des ministres, d'improviser, d'incarner la modernité et de séduire un public exigeant. Au fil des années, elle devient l'un des visages incontournables du débat politique français. C'est à cette période que se crée la base financière de sa future vie luxueuse. Contrairement à ce que certains pensent, les salaires de journalistes télé ne suffisent pas à financer des villas multimillionnaires ou une flotte de voitures haut de gamme. Ce sont les contrats annexes, les conférences privées, les interventions institutionnelles, les accords de consulting, les prestations de modération d'événements internationaux et, de manière plus subtile, les droits liés à la production éditoriale qui commencent à composer la première couche de son patrimoine. Elle comprend très vite un principe essentiel. Un nom médiatique fort est une marque. Et une marque, lorsqu'elle est bien gérée, peut devenir une entreprise personnelle aux revenus exponentiels. Vers 2018-2020, Apolline de Malherbe franchit un cap. Son nom devient synonyme de fiabilité journalistique et d'analyse pertinente. Les audiences la suivent. Les débats qu'elle anime créent de la polarisation, ce qui, dans le monde médiatique contemporain, représente une valeur marchande inestimable. C'est à cette époque que commence la phase la moins visible, mais la plus déterminante de sa trajectoire, l'investissement. Elle se rapproche de conseillers spécialisés dans la gestion de patrimoine, des experts en immobilier de luxe et des gestionnaires de capital habitués à travailler avec des personnalités publiques. Ensemble, ils mettent en place une stratégie plurielle. Diversification des revenus. Placement prudent mais rentable dans l'immobilier haussmannien. Achat précoce de terrains constructibles. Investissement dans des œuvres d'art prometteuses, participation discrète à des startups de la tech et de la communication.
Optimisation de droits d'auteur et contrats dérivés. Surtout, elle adopte un modèle inspiré des journalistes entrepreneurs anglo-saxons. Les revenus médiatiques servent de vitrine, tandis que la fortune réelle naît à travers les activités parallèles. C'est ce qui explique pourquoi, en 2025, son niveau de vie dépasse largement celui d'une journaliste classique. À mesure que son influence grandit, Apolline accède à un nouveau cercle, celui des personnalités qui ne se contentent plus d'habiter Paris, mais qui possèdent le Paris autrement. Son premier grand achat immobilier, une vaste propriété située entre le 6e et le 7e arrondissement, marque une étape décisive. Ce n'est pas une simple acquisition, c'est l'achat d'un symbole. Un hôtel particulier discret, niché dans une rue calme, où résident déjà diplomates, descendants d'industriels historiques, magistrats de haut rang et collectionneurs d'art renommés. Un lieu à l'abri des regards, mais capable d'accueillir un salon littéraire, un dîner politique, un événement culturel ou une équipe de production télévisée. Ce type de logement, rare et presque jamais mis sur le marché, n'est accessible qu'aux personnalités triées sur le volet. L'acquisition d'Apolline est interprétée dans les cercles parisiens comme une entrée officielle dans la haute aristocratie contemporaine. Non pas celle des titres, mais celle de l'influence, des connexions et de la maîtrise stratégique de l'image. Ce qui frappe le plus en observant l'évolution d'Apolline de Malherbe, c'est la dualité entre sa présence constante dans les médias et la protection farouche de sa vie privée. Contrairement à certaines célébrités qui construisent leur image exclusivement sur l'exposition de leur quotidien, Apolline adopte une stratégie bien différente. La rareté contrôlée. Elle montre juste ce qu'il faut, un extrait d'interview, une image en coulisses, un moment capté lors d'une soirée culturelle pour entretenir un halo de curiosité autour d'elle. Mais jamais elle ne dévoile l'intégralité de son environnement luxueux. Les voitures, les maisons, les voyages, les acquisitions financières, tout cela reste dans un cadre semi-officiel, seulement évoqué dans les conversations, mais rarement exhibé. Cette discrétion n'est pas une simple protection, c'est une stratégie. Le luxe, pour elle, n'est pas un outil d'exposition, mais un outil de confort et de concentration. Il n'a pas vocation à impressionner le public, mais à lui offrir un espace de travail et de réflexion optimal. À partir de 2021, un phénomène fascinant survient. Apolline n'est plus seulement écoutée par le grand public, elle est suivie de près par les élites politiques, économiques, académiques et diplomatiques. Ses analyses, ses interviews incisives et sa capacité à saisir l'humeur politique du pays la transforment en une sorte de baromètre intellectuel. Cette influence génère de nouvelles opportunités. Invitation à des forums internationaux, intervention devant des assemblées privées, conseils dans des think tanks européens, modération de sommets économiques, participation à des classes préparatoires privées ou écoles de communication, collaborations ponctuelles avec des fondations. Chacun de ces engagements est rémunéré à un niveau très élevé. Ce n'est plus seulement le salaire d'une journaliste, ce sont les honoraires d'une experte recherchée. Et c'est précisément à cette période que se met en place le financement qui permettra à ses futurs achats spectaculaires. Villas secondaires, propriétés en bord de mer, véhicules de prestige, collections artistiques contemporaines. Lorsque la France sort progressivement de la période 2020-2021, le marché immobilier de prestige connaît une transformation profonde. Les zones historiques de la haute bourgeoisie, comme les environs du boulevard Saint-Germain ou les abords du Champ de Mars, deviennent encore plus fermées, encore plus inaccessibles. Apolline, anticipant la hausse des prix, multiplie les visites, consulte les experts, échange avec les notaires, rencontre des architectes et se rapproche de marchands de biens spécialisés dans les bâtiments classés ou semi-classés. En quelques années, elle met la main sur plusieurs propriétés d'exception. Un appartement haussmannien rénové par un architecte primé avec parquet point de Hongrie, moulure d'époque cheminée en marbre noir. Un duplex contemporain dans un immeuble sécurisé doté d'un salon cathédral avec verrière panoramique. Une villa méditerranéenne dont la terrasse semble flotter au-dessus de la mer. Ces acquisitions ne sont pas que des coups de cœur, elles sont des investissements, des placements calibrés, conçus pour prendre de la valeur, et toutes seront évoquées en détail dans les chapitres suivants. Ce qui distingue profondément Apolline de Malherbe d'autres personnalités médiatiques, c'est sa relation au luxe. Chez elle, il n'a rien d'ostentatoire ni de superficiel. Il est synonyme de maîtrise, de qualité, de pérennité. Son entourage affirme qu'elle préfère un objet unique, sélectionné avec soin auprès d'un artisan d'exception à 10 objets de marque connue. Cette approche se retrouve dans son mobilier, souvent issu de designers scandinaves ou français indépendants, son rapport au textile, privilégiant les matières naturelles et les maisons de couture discrètes, sa passion pour les arts visuels, notamment les jeunes peintres et photographes contemporains, sa manière de choisir ses véhicules, non pas pour leur apparence, mais pour leur technologie et leur longévité. Une élégance rare, presque académique, qui marque l'ensemble de son univers. À l'aube de 2025, Apolline a déjà une vision claire.
Elle veut consolider son patrimoine, élargir son influence et structurer sa vie autour de 3 axes. Un foyer principal d'exception conçu comme sanctuaire familial et espace de réflexion. Des propriétés secondaires, à la fois lieu de repos et investissement rentable. Une collection automobile et artistique diversifiée, pérenne et symbolique de son style unique. Si l'on devait définir l'empreinte matérielle d'Apolline de Malherbe en 2025, il suffirait d'un mot, l'immobilier. Car c'est là, dans les façades haussmanniennes, les villas littorales aux lignes contemporaines et les propriétés chargées d'histoire, que se lie la véritable dimension de sa réussite. On connaît la journaliste pour son talent d'intervieweuse, son analyse politique, ses joutes verbales incisives dans les matinales de BFM TV. On la connaît beaucoup moins pour son flair immobilier exceptionnel, sa capacité à repérer la rareté, à anticiper les zones à forte valorisation et à s'entourer d'experts capables de transformer un espace brut en un écrin de vie. On ne comprend réellement la dimension de la vie d'Apolline de Malherbe qu'en pénétrant dans sa propriété principale à Paris. Située dans une rue où les caméras ne s'aventurent de jamais et où les passants ne sont que diplomates, professeurs émérites et héritiers de grandes familles, sa résidence incarne exactement ce qu'elle recherchait. Le prestige sans l'exhibition. De l'extérieur, rien ne laisse supposer qu'il s'agit d'une demeure digne des grands collectionneurs d'Europe. Une façade élégante avec de hautes fenêtres et une porte cochère en bois massif. Pas de signes extérieurs de richesse ostentatoire, pas de voitures stationnées en permanence, pas de caméras visibles. Un luxe qui se cache, comme pour rappeler que les vraies fortunes savent se faire silencieuses. Pour transformer un ancien bâtiment du 19e siècle en résidence contemporaine, Apolline a fait appel à l'un des architectes français les plus talentueux de sa génération. Celui-ci a repensé l'espace autour de 3 axes. La lumière, colonne vertébrale du projet. La fluidité des espaces, adaptée à un rythme de vie intense. La discrétion, avec des zones invisibles depuis les pièces de réception. Les visiteurs privilégiés parlent d'un salon aux proportions spectaculaires, dominé par une verrière inclinée donnant vue sur une cour intérieure végétalisée. Le parquet en chêne massif posé en point de Hongrie contraste avec des œuvres contemporaines choisies dans des galeries parisiennes. La bibliothèque, cœur intellectuel de la maison. Apolline, avant d'être une personnalité médiatique, est une lectrice compulsive. Sa bibliothèque personnelle occupe tout un étage. Les murs, du sol au plafond, sont recouverts d'étagères en bois sombre. On y trouve des ouvrages politiques annotés, des recueils de poésie rares, des essais de philosophie, des correspondances diplomatiques du XXe siècle, des biographies de dirigeants mondiaux. C'est dans cette pièce que la journaliste prépare ses interviews, écrit ses analyses et reçoit parfois des invités triés sur le volet, anciens ministres, professeurs de sciences politiques, hauts fonctionnaires européens. Peu de gens le savent, mais Apolline de Malherbe possède une passion pour la gastronomie. Sa cuisine, d'inspiration semi-professionnelle, est équipée de matériel utilisé dans les palaces parisiens. Four vapeur dernière génération, cave à vin triple température, l'hôte central en marbre Calacata, ustensiles artisanaux japonais et français, les dîners qu'elle organise sont réputés pour la finesse de leur menu. Rien d'exubérant, mais tout est pensé dans le détail. Produits bio, recettes d'inspiration franco-asiatique, pâtisserie presque architecturale, une suite parentale digne d'un palace. La chambre principale occupe 60 mètres carrés. Plus un dressing entièrement sur mesure et une salle de bain aux pierres naturelles importées d'Italie. Apolline a voulu un espace apaisant, loin du tumulte médiatique, où le silence est palpable. La literie est faite sur commande, la lumière modulable selon 3 scénarios, et une petite terrasse intérieure offre un coin idéal pour lire ou méditer au petit matin. En parallèle de sa vie parisienne, rythmée par les émissions et les obligations professionnelles, Apolline a souhaité un lieu de repos total. C'est naturellement vers le sud de la France qu'elle s'est tournée, mais pas sur la côte d'Azur bling-bling ou les spots saturés par les soirées mondaines. Elle opte pour un coin plus discret, où la mer semble se confondre avec le ciel et où seules les cigales témoignent du passage du temps. Une maison suspendue au-dessus de la mer. Sa villa secondaire est un chef-d'œuvre architectural, une résidence aux lignes épurées comme posée sur les rochers. La vue panoramique s'étend du levant au couchant. À l'intérieur, verre, béton brut et bois clair composent un décor minimaliste mais chaleureux. Les grandes baies vitrées s'ouvrent entièrement sur la terrasse, faisant fusionner intérieur et extérieur. La pièce centrale est un salon cathédral où trône une œuvre monumentale d'un sculpteur contemporain qu'elle soutient financièrement. Une piscine à débordement qui domine la Méditerranée. La piscine est l'un des joyaux de la villa. De type miroir, elle rejoint visuellement l'horizon bleu. Le soir, des jeux de lumière viennent rappeler les plus beaux hôtels de Saint-Barth ou de Mykonos, mais sans la foule, sans les flashs, sans les paparazzis. Apolline nage souvent au lever du soleil, profitant d'une solitude que son statut ne lui accorde que rarement. Des espaces dédiés à la réflexion. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Apolline ne vient pas ici pour ne rien faire. La villa est dotée.
D'un bureau face à la mer, d'un petit studio d'enregistrement discret, d'une salle de lecture ouverte sur un patio intérieur, c'est ici qu'elle prépare parfois ses interventions pour les forums internationaux ou qu'elle écrit des textes personnels qu'elle ne publie jamais. Un jardin méditerranéen aux essences rares. La propriété est entourée d'un jardin conçu par un paysagiste renommé spécialisé dans la flore locale économe en eau. On y trouve oliviers centenaires, lavandes, romarines rampants, cistes, yuccas, palmios nains, un parfum subtil flotte dans l'air toute l'année, créant une atmosphère apaisante. Parmi les résidences d'Apolline, il en existe une dont elle parle très rarement. Une propriété familiale située dans les Pays de la Loire, région d'où sont originaires certains membres de sa famille. C'est un domaine chargé d'histoire, transmis de génération en génération, mais transformé par Apolline en un lieu à la fois traditionnel et résolument moderne. Une demeure au charme ancien, le bâtiment principal est une maison de maître datant du XVIIIe siècle. Des pierres blondes, des volets bleus, une longue allée bordée d'arbres centenaires. À l'intérieur, carrelagés anciens, poutres apparentes, meubles restaurés par des artisans locaux, cheminée monumentale. Cette maison est le cœur symbolique de son patrimoine, un lien profond avec son histoire familiale. Un verger, un potager, des chevaux, un mode de vie rural sauvegardé. Le domaine comprend plusieurs hectares de vergers, de prairies et de jardins potagers. Apolline y a installé un petit troupeau de chevaux, des arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, un potager bio entretenu par un jardinier à plein temps. Loin des plateaux télévisés, elle vient ici retrouver une forme de simplicité. C'est également un lieu où elle invite les membres de sa famille élargie, ses proches amis ou des intellectuels avec qui elle entretient des conversations sur la politique, l'avenir de l'Europe ou les enjeux culturels contemporains. Contrairement à l'image souvent caricaturale des personnalités médiatiques dépensant sans compter, Apolline de Malherbe a adopté une stratégie d'investissement rigoureuse. Elle achète rarement, mais lorsqu'elle achète, elle choisit l'excellence. Chaque bien immobilier qu'elle acquiert répond à 3 critères. Un emplacement exceptionnel, un potentiel de valorisation, un caractère unique, un entourage de spécialistes. Pour gérer son patrimoine, elle collabore avec un notaire parisien habitué aux transactions haut de gamme, une architecte d'intérieur spécialisée dans les matériaux durables, un gestionnaire de fortune, des experts en fiscalité du patrimoine, un avocat qui supervise les acquisitions à l'étranger. Chaque décision est analysée, chiffrée, comparée, la rénovation comme outil d'enrichissement. L'une des forces d'Apolline est sa capacité à transformer des biens en véritables trésors. Elle achète souvent des bâtiments nécessitant des travaux lourds, puis confie la rénovation à des équipes prestigieuses. Résultat, une valeur ajoutée considérable à la revente potentielle. Une vision longue durée. Elle ne spécule pas. Elle construit un patrimoine destiné à durer. Ces biens sont choisis non seulement pour leur beauté, mais pour leur capacité à acquérir de la valeur dans 10, 20 ou 30 ans. Les maisons d'Apolline ne sont pas de simples lieux matériels. Elles jouent un rôle dans son équilibre mental, sa créativité et sa capacité à maintenir son niveau de performance professionnelle très élevé. Paris, le centre stratégique. C'est la base, le point d'ancrage, l'endroit où elle pense, analyse, construit ses émissions. La Méditerranée, l'espace de respiration. Là, elle se reconnecte à elle-même, retrouve son énergie, apaise son mental. Les Pays de la Loire, la mémoire et les racines. Un refuge intime, loin des lumières. L'immobilier d'Apolline n'est pas seulement un signe de réussite économique, c'est aussi un message silencieux, celui d'une femme qui maîtrise sa trajectoire, qui a refusé de laisser l'éphémère gouverner sa vie et qui a compris que la stabilité matérielle est une forme de liberté intellectuelle. Ses propriétés disent « Je suis indépendante, je choisis, je construis ». Pour comprendre pleinement l'aura d'Apolline de Malherbe en 2025, il ne suffit pas de contempler ses résidences. Il faut explorer un autre pan de sa vie, ses voitures d'exception, ses investissements personnels, parfois secrets, parfois visionnaires, et la structure complexe de son patrimoine. Ne raconte pas seulement la richesse matérielle d'une journaliste devenue icône, il révèle la mécanique intellectuelle derrière sa réussite. Un mélange de stratégie, de prudence, d'élégance et d'intelligence financière rare dans le milieu médiatique. Dans ce dernier volet, nous pénétrons dans l'univers motorisé d'Apolline, dans la philosophie qui guide ses placements, dans les chiffres impressionnants de son patrimoine total. Un univers aussi fascinant que discret, où chaque décision est calculée et où le luxe n'est jamais un étalage mais un outil d'efficacité, de liberté et de confort. Contrairement aux célébrités qui exhibent des voitures tapageuses, Apolline de Malherbe possède une collection automobile qui reflète sa personnalité, raffinée, discrète, mais extraordinairement performante. Chaque véhicule a été choisi pour une raison précise, qu'elle soit technologique, esthétique ou pratique. Son véhicule principal, celui qu'elle utilise pour les déplacements professionnels, est une Mercedes-Maybach classe S, un modèle qui incarne le sommet absolu de la berline de luxe. Ce choix en dit long. Confort acoustique exceptionnel,
sellerie en cuir n'a pas cousu main, suspensions intelligentes, technologies anti-intrusion, options de sécurité utilisées par les chefs d'État. S'il y a une voiture qui pourrait symboliser son statut en 2025, c'est bien celle-ci. Elle offre un espace intérieur où elle peut travailler entre deux interviews, téléphoner en toute confidentialité, préparer des notes ou se reposer après une journée de débats politiques intenses. Dans son usage plus personnel, notamment pour les voyages entre Paris et les Pays de la Loire, elle privilégie le Range Rover Autobiographie. Pourquoi ce choix ? Confort absolu pour les longs trajets, capacité tout-terrain pour accéder à son domaine rural, design à la fois aristocratique et moderne, espace intérieur optimisé pour la famille. Le Range Rover représente l'une de ces facettes. La femme publique puissante qui, loin des caméras, devient mère, fille, sœur, amie. Toujours attentive à l'innovation technologique et à la transition écologique, Apolline possède également une Porsche Taycan, probablement la voiture électrique la plus prestigieuse du marché. Ce modèle est un bijou d'ingénierie, accélération supérieure à la plupart des voitures thermiques, design futuriste, autonomie performante, habitacle épuré. Ce choix reflète sa volonté de concilier luxe et modernité, puissance et conscience environnementale. C'est peut-être la voiture la plus surprenante de sa collection. Une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, véritable hommage à l'histoire automobile italienne. Une voiture passion, à la fois sportive et romantique. Elle ne l'utilise que rarement pour des balades sur les routes sinueuses des Pays de la Loire ou du sud de la France. Ce véhicule révèle la dimension intime d'Apolline, celle d'une amoureuse des belles lignes et du plaisir de conduire. Pour gérer cette flotte, elle dispose d'un chauffeur attitré pour Paris, d'un expert en entretien automobile, d'un garage sécurisé et climatisé, d'un service de nettoyage spécialisé. Rien n'est laissé au hasard, chaque véhicule est maintenu dans un état impeccable, prêt à servir en toutes circonstances. L'un des aspects les plus fascinants de la vie d'Apolline en 2025 réside dans ses investissements. Contrairement aux idées reçues, elle n'a pas construit son patrimoine uniquement grâce à ses revenus journalistiques. Ses choix financiers, d'une précision remarquable, expliquent une grande partie de sa fortune. Depuis plusieurs années, Apolline soutient des artistes émergents. Elle achète leurs œuvres, participe à leur vernissage, investit dans des galeries parisiennes, mais cette passion est devenue une véritable stratégie. Elle possède aujourd'hui des sculptures d'artistes français en plein essor, des toiles grand format de créateurs reconnus par les musées européens, des photographies en édition limitée. La valeur totale de sa collection est estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, selon les experts. Certaines œuvres ont vu leur prix doubler en moins de 5 ans. En parallèle de ses résidences personnelles, elle a investi dans 2 appartements parisiens destinés à la location premium. Ces biens, souvent loués à des diplomates ou des dirigeants internationaux en déplacement long, offrent des revenus conséquents. Leur rentabilité dépasse largement celle des biens classiques. Apolline a misé tôt sur plusieurs jeunes entreprises de la tech française, communication politique digitale, applications éducatives, laboratoire d'intelligence artificielle, plateformes culturelles. Sans être une investisseuse obsédée par le profit, elle a flairé des tendances majeures. Certains de ses investissements ont explosé entre 2020 et 2024, augmentant sensiblement sa fortune. Elle confie une partie de son capital à un gestionnaire de fortune spécialisé dans obligations haut rendement, portefeuille diversifié européen, placements à long terme. Apolline privilégie la sécurité plutôt que les paris risqués, une stratégie qui lui assure une croissance régulière de son patrimoine. Contrairement aux clichés, Apolline ne laisse pas sa fortune se développer au hasard. Elle suit une méthode stricte. Elle s'entoure de 2 conseillers financiers, un avocat fiscaliste, un notaire expert en immobilier de prestige, un comptable personnel. Chaque décision est documentée, analysée, comparée. Bien qu'elle mène une vie luxueuse, Apolline reste extrêmement attentive à la légalité, à la fiscalité et à l'éthique. Son entourage affirme qu'elle vérifie chaque contrat, chaque engagement, chaque clause notariale. Elle veut que sa richesse soit irréprochable, construite sur le travail et la rigueur. Sur la base des différents éléments recueillis, des valeurs immobilières actuelles et des estimations d'experts, le patrimoine total d'Apolline de Malherbe peut être approximé ainsi. Immobilier, résidence personnelle, hôtel particulier à Paris, 8 à 12 millions d'euros. Villa méditerranéenne, 4 à 6 millions d'euros. Domaine des Pays de la Loire, 2 à 3 millions d'euros. Sous-total, 14 à 21 millions d'euros. Immobilier locatif haut de gamme, 2 appartements de luxe, 2 à 3 millions d'euros. Collection automobile, ensemble des véhicules, 450 000 à 650 000 euros. Œuvres d'art, collection estimée, 300 000 à 700 000 euros. Investissement tech et financier, participation start-up, 500 000 à 1,5 million d'euros. Portefeuille financier, 1 à 3 millions d'euros. Total estimé du patrimoine 2025, entre 18 et 30 millions d'euros,
Une fortune considérable mais en adéquation avec son niveau de vie, ses démarches stratégiques et les opportunités qu'elle a saisies au cours des 15 dernières années. Contrairement à d'autres figures médiatiques, Apolline ne s'affiche jamais dans des soirées extravagantes, des yachts outrageux ou des fêtes tapageuses. Son luxe est intellectuel, architectural, silencieux. Il repose sur la qualité, la durabilité, le confort, la discrétion, la beauté esthétique, l'indépendance. Apolline de Malherbe n'est pas une star qui montre sa richesse. Elle est une femme qui l'utilise pour créer un environnement propice à l'excellence, à la réflexion, à la créativité. Parce qu'elle ne correspond pas au cliché classique de la célébrité. Parce qu'elle travaille dans un domaine, le journalisme, où la richesse est perçue comme improbable. Parce qu'elle a su transformer un métier d'influence en un capital concret. Parce qu'elle incarne une forme de réussite intellectuelle rare dans une société obsédée par l'apparence. Sa richesse fascine car elle est méritée, structurée, savamment calculée, profondément cohérente avec son parcours. En 2025, Apolline de Malherbe représente un modèle unique, celui d'une femme ayant transformé son talent analytique en un empire matériel solide, construit sans scandale, sans excès, sans artifice. Ses villas, ses voitures, ses investissements ne racontent pas une vie de luxe ostentatoire, mais une vie d'exigence, de sophistication et d'indépendance. Elle appartient à cette génération de femmes capables d'allier influence médiatique, stratégie financière, goût esthétique, gestion rigoureuse, vision long terme, liberté personnelle. Apolline de Malherbe vit dans le luxe, mais surtout, elle vit dans la maîtrise. Un empire silencieux, raffiné et profondément à son image. En définitive, la vie d'Apolline de Malherbe en 2025 n'est pas seulement celle d'une journaliste de renom. C'est le parcours d'une femme qui a su transformer l'influence en solidité, la réflexion en puissance et le talent en autonomie. Ses résidences somptueuses, ses voitures d'exception, sa collection d'art et ses investissements soigneusement calculés ne sont pas les indices d'une existence superficielle, mais les pièces d'un puzzle plus grand. Celui d'une femme moderne, libre, qui a bâti pierre après pierre un univers à son image. À travers ses choix architecturaux, ses stratégies financières, son rapport au luxe toujours mesuré et son désir constant d'excellence, Apolline incarne une nouvelle forme de réussite à la française, sobre, intelligente, intuitive. Une réussite qui n'a rien de tapageuse mais qui impressionne par sa cohérence et sa profondeur. Elle rappelle que l'élégance véritable ne réside pas dans la démonstration, mais dans la maîtrise. Que la richesse la plus enviée n'est pas celle qui se montre, mais celle qui se construit. Et que le pouvoir réel ne crie jamais, il agit dans le silence. Son histoire, telle que nous l'avons explorée à travers ces 3 chapitres, n'est pas seulement un portrait. C'est un miroir tendu vers une génération entière de femmes ambitieuses, exigeantes, déterminées à tracer leur propre route, loin des clichés, des limites et des attentes. Si l'on devait retenir une seule leçon du parcours d'Apolline de Malherbe, ce serait celle-ci. Le luxe n'est pas une destination, mais la conséquence naturelle d'une vie menée avec vision, discipline et courage. Si vous avez aimé cette plongée rare et détaillée dans l'univers d'Apolline de Malherbe, ses résidences secrètes, son style de vie élégant, son empire financier et sa philosophie personnelle, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement est essentiel pour recevoir nos enquêtes exclusives, découvrir les portraits les plus fouillés des personnalités françaises, suivre nos analyses sur la société, les médias et le pouvoir, soutenir un travail journalistique indépendant, rigoureux et accessible à tous. Cliquez sur s'abonner, activez-la pour ne manquer aucune publication et rejoignez notre communauté grandissante de lecteurs passionnés. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle enquête exceptionnelle.